Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai invité François Tréca à venir échanger avec nous et on va notamment parler de productivité dans le SEO, d'usine de création de sites. Alors François, c'est un profil intéressant. Je me sens un peu proche de François parce que, alors tu diras si je dis des bêtises François, mais historiquement, à la base, tu es développeur, donc un profil, technique. Alors tu me diras si je dis des sottises ou pas, hein, mais Bien ça. j'ai cru comprendre qu'à la base, c'était un profil technique et puis que tu as basculé vers le SEO, petit à petit. Donc finalement, c'est un petit peu, le même chemin que j'ai suivi moi, puisqu'à la base, j'étais aussi, dans la partie développement, dans l'édition de logiciels. J'ai bossé pendant, 10 ans, sur du Java, par exemple et puis, depuis 10 ans, D'accord. je m'amuse un petit peu plus sur internet. Alors écoute, je vais te laisser la main si tu veux nous en dire un petit peu plus sur toi et puis après on parlera de productivité. Bah, écoute, merci de m'avoir invité déjà, c'est super sympa et bon, bah, alors moi, du coup, je suis François Tréca, je fais du référencement depuis maintenant 10 ans, donc comme tu l'as dit, j'ai commencé en tant que développeur, donc bah, moi aussi, hein, j'ai développé des logiciels, après des sites web et bon, j'ai eu une première aventure entrepreneuriale, dans l'édition de jeux de société, mais bon, ça n'a pas porté ses fruits. Après, j'ai été professeur des écoles, je suis revenu dans le développement. Et finalement, j'ai développé un site web pour les professeurs des écoles qui, lui, a très rapidement cartonné en termes de référencement. Ça m'avait un peu surpris parce qu'à l'époque, je ne connaissais pas en fait du tout le référencement, Google, comment ça fonctionnait et tout ça. Et, euh, et puis après, bah, une fois que j'ai mis le doigt dedans, bah, en fait, il y a tout le reste qui est parti avec. Et puis, je me suis amusé avec le référencement. Et puis, voilà, ça fait 10 ans que je suis dedans. Et donc maintenant, ma principale activité, c'est surtout de la production de sites de PBN pour mes clients. Alors, je pense qu'on va en parler un petit peu au fil de l'interview. Ouais, parce que moi, il y a quelques mois de ça, on m'a parlé d'une légende urbaine, un mythe. Mais il paraîtrait, enfin, il paraissait à l'époque, on pouvait créer des PBN, des sites de PBN pour 9 €. Moi, je dis: «C'est pas possible ce truc, c'est une blague, c'est un mythe». Puis finalement, je t'ai trouvé quoi. Enfin, je te connaissais déjà un peu d'avant, mais j'ai vu ton offre et je me suis dit: «Ah bah, je vais tester» et bah, je pense que c'est quand même un grand mystère quoi, cette histoire-là. Donc on va notamment parler de ça aujourd'hui, puis on va parler un petit peu de productivité. Alors avant de rentrer peut-être sur cette histoire de PBN, peut-être réintroduire un peu la productivité. Tu as une chouette définition dont on a parlé ensemble il y a quelques jours, donc j'aimerais bien que tu nous repartages un petit peu tout ça. Ouais, parce qu'en fait, le fondement de mon entreprise, pour moi, c'est vraiment l'augmentation de la productivité. Et c'est un point sur lequel je vais travailler tous les jours. Donc, depuis 10 ans, en fait, tous les jours, j'essaie de faire, d'augmenter ma productivité. Alors, les gens, ils ont une mauvaise Alors tu foi, une me mauvaise parles, approche. hein, je te coupe, mais moi, tu sais, j'ai fait du lean management, moi, un petit peu dans ma vie. On avait appliqué le lean management à la création de sites internet, donc c'était rigolo. On avait cette notion d'amélioration continue et de productivité aussi en tête, donc c'est chouette. Ah vas-y, je te laisse la main. Alors, souvent, les gens, ils ont une mauvaise approche de l'augmentation de la productivité parce qu'ils vont associer ça soit à une augmentation du temps de travail, soit à une baisse de la qualité. Alors, pas du tout. Mmh. Normalement, augmenter sa productivité, c'est faire exactement la même chose, donc produire la même chose, mais avec moins. Donc, ce moins, c'est variable en fonction du processus qu'on cherche à optimiser. Donc, ça peut être moins de travail, moins d'énergie, moins de ressources. Les trois grandes choses qu'on peut diminuer. Donc, Ouais. Moins il y a un d'emmerde. an, par exemple. Pardon? Je disais moins d'emmerde peut-être des fois aussi. Tout à fait, c'est vrai. Bah, d'ailleurs, il y a des moyens d'avoir C'est moins ça, d'emmerdes de la part des clients, ça tout à existe. fait, ouais. Mmh. On peut en parler aussi si tu veux. Mouais, Tu vois, par exemple, il y a un an, peut-être que pour produire un site, eh ben, il fallait que je fasse 2000 clics. Je sais pas, hein, je dis un nombre au hasard. Bah, aujourd'hui, pour faire ce même site, peut-être qu'il m'en faut plus que 1000 parce que j'ai essayé de gratter des clics un petit peu chaque jour. Et j'ai fait des développements, j'ai changé mes processus, j'ai optimisé certaines choses, ce qui font que j'arrive à produire le même résultat en faisant moins de clics. Donc, quand je dis à ma femme, «Ah Magali, j'ai réussi à retirer 3 clics dans le processus, ça fait une journée que je bosse pour réussir à le faire». Alors, je sais pas, «Ouais, et alors?»
Mais en fait, ces Ouais, 3 petits clics cumulés chaque jour depuis, des années, bah, font que j'arrive à produire la même chose qu'il y a 5 ans, lorsque j'ai commencé à créer des PBN, que, la même chose qu'il y a 5 ans, mais en, 10 fois moins de travail, mmh, voire, 100 d'ailleurs. ouais. Bah, c'est impressionnant ça. Alors, du coup, là, aujourd'hui, tu me dis, voilà, tu as réussi à diviser tes temps par 100. Donc toi, tu crées des PBN, tu fais des PBN, c'est du HTML, c'est du WordPress? Comment tu fais ça, toi? Donc c'est des PBN en WordPress. Alors, j'ai choisi WordPress parce que, ce que j'aime bien, c'est la facilité avec laquelle on va pouvoir rajouter, enfin faire évoluer le site par la suite. Parce que si on est par exemple sur du HTML, fixe, j'ai oublié le terme, statique, voilà. Ouais. Si on est sur du HTML statique, par exemple, pour faire évoluer le site, bon, bah, c'est souvent assez compliqué. Il va falloir aller, alors soit il faut, développer un petit logiciel qui va le faire, ou alors, bah, il faut aller, taper directement dans le code, ce qui est pas évident. Donc, l'avantage de WordPress, c'est que n'importe qui peut travailler sur WordPress et c'est facile. Si je forme ma mère sur WordPress, au bout d'une journée, elle va savoir publier des articles, créer des catégories, c'est assez facile. Un autre avantage de WordPress, c'est que ça se revend bien. Vu que tout le monde sait l'utiliser, eh ben, je ne vais pas avoir de difficulté à essayer de revendre un site en disant bah, tiens, il est sur WordPress, tu as juste à le prendre, tu as juste à prendre des accès et puis ça y est, tu peux commencer à travailler. Donc, c'est pour ça, c'est ce qui me paraissait intéressant avec WordPress. Ouais, mais alors attends, parce que, pour créer un WordPress, faut que je télécharge le WordPress, que je l'upload sur le serveur, que j'installe une base de données, que je crée des articles, que j'installe des plugins. Enfin, c'est la misère, quoi, hein, ça comment tu peux pas, faire ça en quelques secondes? C'est pas possible. Ou alors tu es un petit peu un magicien ou peut-être développeur, je ne sais pas. Bah, là, ce que tu décris, en fait, tout au début, donc quand j'ai vendu mes premiers PBN, bah, en fait, c'est ce que j'ai fait. Quand j'ai vendu mon premier PBN, alors j'avais 15 sites à faire. Bon, bah, je suis allé chercher le zip WordPress sur wordpress.org, j'ai créé 15 bases de données, j'ai téléchargé 15 fois sur le FTP, j'ai remodifié le fichier de config, enfin voilà, je me suis tapé tout ça à la main. Et évidemment, très vite, j'ai trouvé ça fatigant, et donc j'ai commencé à chercher des nouvelles solutions pour aller plus vite. Alors, la première chose à faire, par exemple, c'était tout simplement de regrouper les tâches. C'est-à-dire qu'au lieu de faire installation de la base de données, puis téléchargement sur le FTP des fichiers WordPress, eh ben, je commence par installer les 15 bases de données pendant que je suis sur l'interface. Ensuite, je télécharge 15 fois le fichier, le répertoire des fichiers pendant que je suis sur le FTP. Donc, tu vois, ça a l'air très bête, ça, mais déjà, tu divises par deux ton temps d'installation. Alors, après, ça n'allait pas encore assez vite. Donc, j'ai trouvé l'outil Softaculous qui est quand même assez sympa parce que tu vas te permettre de créer très rapidement un WordPress. Donc là, au lieu d'avoir à faire beaucoup de configuration directement dans du code, eh ben, tu as une interface qui te permet de saisir toutes les données importantes et c'est Softaculous qui va les paramétrer. Donc ça, du coup, j'ai utilisé Softaculous pendant 1 ou 2 ans Alors et souvent là, pour les gens qui nous écoutent, si des gens voulaient, aussi, créer, des sites éventuellement de leur côté, souvent maintenant sur les hébergeurs, les O2 Switch et cetera, il y a Softaculous d'installer. Ils peuvent en un clic, créer des WordPress. C'est déjà une grosse évolution. Mais du coup, ouais, pour nous, dans ton cas, à un moment, Softaculous, tu arrives aux limites de la chose. oui, parce qu'en fait, bah, les outils, ils ont toujours une limite. Et à un moment donné, tu vas être au maximum de l'outil. Et donc, soit il faut que tu le fasses évoluer si tu as la main sur le code, soit il va falloir trouver autre chose pour dépasser ces limites. Donc, au début, bah, j'avais essayé de automatiser un petit peu Softaculous avec des trucs qui saisissent tout seul les champs, tout ça. Mais Mmh. bon, au bout d'un moment, voilà, on arrive sur un plafond de verre, on ne peut plus aller au-dessus. Donc là, il a fallu que je change d'outil. Alors là, je suis tombé sur l'offre de Vincent Forbrac, qui Mmh. est assez intéressante. En fait, Je mettrai le lien en commentaire de la vidéo. ouais. Et alors, en fait, quand j'ai commencé à travailler avec Vincent, il était au début de son outil, donc c'était encore en chantier, on va dire. Et donc, son outil, il permet de créer des WordPress en masse. Et aujourd'hui, je crois que tu peux aussi ajouter du contenu. Enfin,
c'est assez avancé, hein. C'est un outil pour gérer du PBN en masse. Alors, au début, il commençait le démarrage de son développement. Et donc, du coup, c'était super sympa de travailler avec lui parce que moi, je lui disais ce qu'il fallait faire pour augmenter ma productivité. Il demandait à son développeur de le faire. Et donc, on a fait avancer comme ça l'outil à deux. Et du coup, je pouvais installer 40, 50 sites simultanément grâce à son outil. Donc ça, c'était vachement bien. Du coup, ça me faisait gagner un temps fou. Mmh. Après, il a fallu que j'arrête parce qu'après l'installation, il y a encore toute la partie paramétrage du WordPress. C'est-à-dire que quand tu l'as installé, tu as un WordPress, mais tu as le bonjour tout le monde avec C'est ça, le avec thème les par images. défaut et ouais. Mmh. Donc, il y a encore tout un travail derrière de customisation du WordPress. Et là, l'outil, à ce moment-là, ne permettait pas encore de le faire. Donc, doucement, j'ai commencé à travailler avec WP-CLI. Donc, WP-CLI, en fait, c'est du script. Mmh. Donc, on va pouvoir faire toutes les actions qui sont faisables sur WordPress dans l'administration de WordPress. On va pouvoir le faire avec du code. Et donc, là, au niveau du paramétrage du WordPress, j'ai commencé à utiliser du code pour faire le paramétrage automatiquement, la création des catégories, la création des menus, la création des widgets sur le côté, l'installation du thème final. Donc là, c'est du shell Linux, quoi, grosso modo, C'est que sur tu utilises, Linux. c'est ça, hein? Ouais, ok. Ouais. Alors là, il y avait une grosse marche technologique à passer, parce que Linux, je l'avais étudié quand j'étais étudiant. Mais à l'époque, je n'avais pas spécialement accroché. Et puis, je m'étais orienté pas du tout sur du Linux, mais sur des développements. Donc, du coup, j'avais tout oublié. Et voilà, maîtriser Linux, pas évident. Je veux dire, il y a quand même un peu de boulot pour se plonger dedans. Mmh. Taper dans la console, ça fait peur, quoi. On a l'écran tout noir, là, et puis On a le monde l'impression ne d'être fonctionne revenu pas. aux années 80 un peu, hein, donc Bah, enfin, moi, je suis écoute, un peu plus vieux que toi, donc j'ai un peu plus connu ça quand j'étais jeune, mais c'est la ligne de commande, même du MS-DOS à l'époque, quand tu reviens sur Linux, tu as l'impression de te retrouver dans Retour vers le futur, quoi, donc ah, mais c'est clair. Et, mais d'ailleurs, quand j'étais étudiant, enfin, moi j'ai connu MS-DOS aussi, mais j'avais 10 ans, quoi. ouais, c'est ça. Merci de me mais j'ai moins de cheveux blancs, moi, hein, Alors, et donc, voilà, quoi, la fenêtre noire avec le code à taper. Enfin, pour mmh. lancer SimCity, c'était launch simcity.exe. Enfin, voilà, quoi. Mmh C'est-à-dire, mh. vraiment bas niveau, quoi. Et justement, quand j'étais étudiant et puis qu'il y avait encore ce truc-là, Linux, avec cette console noire, moi, j'en pouvais plus, en fait, de ça. Je me disais, mais non, mais c'est bon, on est en 2000, quoi. C'est bon, c'est fini, ces conneries-là, quoi. Bon, là, on est en 2020 et puis je suis dedans. C'est ça. Donc, c'était pas fini. Alors, du coup, je commence à découvrir un petit peu Linux et puis WP-CLI pour paramétrer rapidement mes WordPress. Et puis, à la fin, il ne me restait plus que l'installation. Donc, l'installation avec WP-CLI, c'est 2 lignes de code. Mmh. Donc, finalement, j'ai fini par abandonner l'outil de Vincent. Mais bon, je recommande fortement, si vous voulez gérer vous-même vos Mmh. PBN et que vous n'avez pas codé, c'est une très bonne solution pour créer des PBN. Donc, voilà. Donc, du coup, avec WP-CLI, du coup, on peut commencer à créer des scripts automatisés. Et maintenant, pour installer un WordPress, en fait, j'ai une interface qui me génère la ligne de commande que j'ai juste à Mmh. copier-coller dans Linux. OK. Et voilà, je fais mon copier-coller, j'appuie sur Entrée et j'ai un WordPress qui arrive, qui est installé, paramétré. Il y a déjà les menus, les widgets et tout ça. Et en fait, j'ai plus qu'à poser les articles dessus. Et ce copier-coller-là, ça peut être aussi 40 sites. Ça fonctionnera aussi. Ouais. Et ils seront tous paramétrés. Donc ouais, toi, tu récupères, donc pour les gens qui connaissent pas forcément ton principe, toi, tu as un petit formulaire en ligne où les gens te donnent le nom du domaine, les nombres d'articles qu'ils veulent, le nombre de mots et surtout, tu as des petites options derrière s'ils veulent telle ou telle, extensions. Donc toi, en fait, dans ton script, tu viens configurer tout ça en fonction de ce qu'ils ont choisi. Ça génère les bonnes lignes pour installer les bonnes extensions. C'est ça. OK. Et petite question dont on n'a pas parlé d'ailleurs lors de la préparation, c'est donc directement aussi dans le script que tu vas choisir le thème que tu vas utiliser. Tu as une notion de, enfin j'imagine, tu as une notion
de taux d'utilisation des thèmes, de random pour choisir ton thème. Enfin, parce que si j'ai bien compris, toi, tu utilises tout un tas de thèmes gratuits qui existent, et Mhm. puis tu viens utiliser l'un ou l'autre en fonction. Et encore une autre petite question par rapport à ça. Est-ce que toi, tu as du coup, avant, en amont, est-ce que tu fais une phase de sélection, de qualification des thèmes sur certaines caractéristiques, qu'ils soient légers, etc., etc. Alors, pour les thèmes, en fait, là, actuellement, je travaille avec 200 thèmes différents. Comment ça s'est passé? Donc, j'ai pas commencé, quand j'ai eu ma première prestation, je me suis pas dit, bah, tiens, je vais chercher 200 thèmes, comme ça, je serai tranquille. C'est pas comme ça que ça se fait. Quand j'ai fait ma première prestation de PBN, bah, j'ai commencé, j'avais les WordPress nus, donc avec le 2015 hein, à l'époque, de 2015. Donc. Et bah, chaque WordPress, je suis allé chercher un thème différent pour essayer de rendre différent des autres. Et au lieu de simplement les installer et puis dire bah, c'est bon, bah, tout de suite, j'ai commencé à me faire un petit Excel et puis j'ai noté les thèmes que j'avais utilisés. Mhm. Parce que bah, forcément, tu installes un thème, mais c'est pas pour ça qu'il est beau, c'est pas pour Non, ça qu'il fonctionne bien. ouais, clairement. Euh, Ça arrive de moins en moins, mais avant, sur WordPress, quand tu téléchargeais un thème, bah, il était pété, je sais pas. Donc, soit il fallait le modifier un petit peu dans le code, soit il fallait le remplacer. Alors, tu as une phase comme ça de sélection des thèmes qui peut être assez longue. Si tu n'as pas de bol et puis que tu choisis 4 thèmes d'affilée et puis qu'ils sont tous mauvais, bah, c'est long. Mm. Donc, bah là, c'est un travail manuel. Il faut faire cette sélection manuellement. Donc, bah, au début, j'avais un petit Excel et puis bah, je notais mes thèmes qui me semblaient satisfaisants et puis je les avais accumulés comme ça, un petit peu à la fois. Après, bon, bah, après la phase Excel, bah, j'ai commencé à le faire en base de données. Et puis ensuite, c'est la machine qui vient choisir un thème aléatoirement. Mhm. Alors bon, ils sont quand même un petit peu qualifiés, c'est-à-dire que je sais qu'il y en a qui sont beaux, il y en a qui ne sont pas très beaux. Donc Mm. bah, j'essaie de favoriser ceux qui sont beaux en priorité. Donc à faire. Pour livrer des trucs moches, ça ne sert à rien. Si tu Et avais, même si c'est pas du tout l'objectif de la présentation, mais imaginons quelqu'un qui voudrait se lancer 2 ou 3 sites comme ça, tu as un exemple ou deux de thèmes que tu trouves un peu sympa, toi? Moi, je sais que j'aime bien le Donovan, par exemple. Je sais pas si tu l'utilises, celui-là. je crois que Il je me l'ai dans semble la que tu liste. l'utilises, parce que je crois que j'ai vu passer des sites qui ressemblaient à du Donovan, mais ouais, tu n'as pas forcément, toi, en tête de thèmes que tu préconiserais, Bah quoi. non, parce qu'en fait, le nom, Oui, je m'en préoccupe pas trop ouais, parce peu qu'en importe. fait, je l'installe, je regarde ce qui se passe, et après je l'enregistre. Alors si tu veux, le nom, je le connais pendant Ouais, 3 secondes, le temps de faire le copier-coller ouais, dans ma bien base sûr. de données. Ouais, tout à fait, oui, Après, je m'en forcément. occupe plus. Après, tu en as 200, donc forcément, tu vas pas te rappeler des 200. Ok, Et, attends, oublie. Ouais, c'est pas je- grave du tout. Et je- derrière, pareil, avec WP-Cli, tu peux venir configurer les couleurs un petit peu aléatoires pour le thème, ou comment ça marche, ça? Alors non, bah Non? justement, c'est c'est que personnaliser le thème, c'est quelque chose que je fais pas trop. Ok. En fait, plus tu vas personnaliser le thème et plus tu vas générer des footprints. C'est-à-dire qu'ils vont être remarquables par rapport aux autres personnes qui utilisent ce thème sans faire de PBN, qui l'utilisent naturellement. Ok. Ouais, c'est une bonne. Ok, parce que je me disais que justement, peut-être que tu essayais d'avoir des couleurs différentes à chaque fois, mais du coup, non, tu utilises le thème de base pour rester assez standard par rapport à quelqu'un qui prendrait le Voilà. thème de base et qui ne le modifierait pas. Ok. Il faut rester dans la masse. Ouais, Donc, on ouais, ne tout à cherche fait. pas du tout à le personnaliser. Alors, je retire quand même tout. S'il y a des mots anglais qui traînent, tu sais, des welcome, des copyright, des trucs comme ça, Hum, hum. bon, bah, ça, j'essaie quand même de les retirer parce que ça fait des ordres sur un site en français d'avoir des mots en anglais qui traînent. Ouais, Mais à part ça, voilà, je le laisse tel quel. ok. Ça marche. Donc, grosso modo, là, tu nous as automatisé la création des WordPress, la création enfin, la mise en place des thèmes, des extensions, tout ce qui est un petit peu générique. Je pense qu'on parlera peut-être un petit peu de l'hébergement un peu plus tard, mais ben, il reste quand même, là, on a une coquille vide, là. Voilà. Donc bah, après, il faut du texte, forcément, et des images. Donc alors, Et là, voilà. c'est plus le développeur qui va me créer du texte, là, sinon je me reviens en courant, moi, hein. Voilà. Bah, figure-toi qu'à un moment donné, j'avais commencé à créer un outil qui s'appelait Mass Content SEO et qui permettait de générer du texte. Alors, franchement, ça marchait pas trop mal. On Ouais. obtenait des textes sympathiques. Mais finalement, je me suis rendu compte que le paramétrage de l'outil pour avoir des textes corrects ou les commander directement à des rédacteurs offshore,
Et ben, en fait, le prix n'était pas forcément plus intéressant. Donc, finalement, j'ai abandonné au bout d'un an cette, solution-là et d'ailleurs, je l'ai Là, jamais utilisée. juste pour la parenthèse, du coup, c'était quel type de techno que tu avais mis en place là-dedans? C'était de la génération automatique, de la bouillie, Donc, il fallait rédiger des textes, il fallait rédiger des morceaux de phrases qui étaient assez neutres. D'accord. Je sais pas, moi, par exemple, pour, laver ses chaussures, il faut une brosse. Mmh. Cette phrase-là a été spinée, donc D'accord. pour, nettoyer ses chaussures, pour, rendre ses chaussures jolies, enfin voilà. Et l'algo, en fait, générait prenait toutes ces phrases-là, qui étaient saisies donc manuellement, donc c'était long. L'algo donc prenait toutes ces phrases, les mélangeait et puis, ça faisait un texte qui n'avait pas de sens, mais qui était correct grammaticalement OK, et qui était donc, il y avait tous les mots-clés qu'il fallait. C'était pas des textes qui étaient destinés à être lus. ça marche. OK, fin de la parenthèse. Donc revenons à OK, donc à ce moment-là, tu te dis, «OK, bah, finalement, si je peux recruter des rédacteurs, ça ne va pas me coûter plus cher». Donc là, qu'est-ce qui se passe? Et puis alors pour le coup, d'un point de vue de l'histoire, puisque tu as aussi la plateforme, Bulldoze, ça se match à quel moment tout ça? Alors, donc du coup, comme j'ai mes premières commandes, bah, au début, je commence par chercher un rédacteur. Alors, trouver un rédacteur, c'est pas évident parce que, bah, comment tu recrutes des gens en offshore? Donc Mmh. au début, bah, j'étais passé par, les plateformes de rédaction, hein, mais bon, ça ne me convenait pas parce que, je trouvais que c'était cher et en plus, je ne savais pas avec qui je bossais et ça, je j'aime pas ne pas savoir avec qui je travaille, ça m'énerve. Donc et puis des fois, j'avais des textes d'extrêmement bonne qualité et puis des fois, j'en avais des mauvais alors que c'était le même nombre d'étoiles, enfin bon, Mmh. voilà, ça m'énervait un petit peu. Je trouvais pas ça, ça ne correspondait pas à ma façon de travailler. Donc du coup, assez rapidement, j'ai commencé à chercher à recruter des rédacteurs et à leur envoyer des textes à rédiger. Les échanges de briefs, de fichiers, de tout ça, c'est quelque chose qui est extrêmement lourd parce que, bah, ça prend des mails, ça prend des messages, il y a des erreurs, le fichier Word, en fait, on se rend compte que quand on le passe en HTML, bah, il est bourré de balises qui ne sont pas compréhensibles sur Et un site web, et enfin. alors, juste aussi, alors moi, tu sais, dans mon audience, j'ai aussi des e-commerçants qui sont pas forcément, trop, au courant de tout ce qui est la rédaction, le SEO. Là, tu me dis des rédacteurs offshore, mais c'est quoi un rédacteur offshore? En fait, c'est un rédacteur qui n'est pas français. Donc, en général, soit c'est à Madagascar, au Bénin, au Togo, au Sénégal. OK. Donc, ces rédacteurs-là sont beaucoup moins chers parce que la vie là-bas est chère aussi. Et puis, bon, bah, il y a la chose, il y a moins d'impôts, il y a moins de charges et ils demandent moins aussi, hein, parce que malheureusement, c'est triste, mais là-bas, c'est un petit peu la misère. Et heureusement qu'il y a le Internet pour leur trouver du travail parce que Mmh. sinon, ça serait un peu compliqué. Ouais, tout à fait. Alors, j'en profite pour faire une parenthèse, c'est que il y a des gens qui disent ouais, mais on exploite la misère humaine, c'est le retour de l'esclavage et tout ça. Mmh. En fait, c'est exactement le contraire. Eux, tout ce qu'ils demandent, c'est qu'on leur donne du boulot. Et je peux t'assurer que lorsque moi j'ai un creux dans mes commandes et qu'ils n'ont pas de boulot, mais c'est eux qui viennent me chercher en disant mais François, on a besoin de travail, fais-nous Ouais. bosser quoi. Ouais, après, je pense qu'il y a aussi, une notion de respect de la valeur de chaque personne. Je pense qu'il y a eu aussi, je pense enfin, à Amada, que je connais un petit peu plus, il y a eu aussi beaucoup de gens qui se sont lancés là-dessus et qui ont vraiment cassé les prix quand même à un certain moment. Et peut-être qu'il faut aussi respecter ses rédacteurs, ses prestataires et que du coup, on sort complètement de cette notion de l'exploitation. Alors, je pense qu'il y en a peut-être, je sais pas, je connais pas assez. Moi, c'est vrai que j'essaye toujours à chaque fois que je bosse avec des rédacteurs, là-bas, de adresser sur des choses qui sont cohérentes par rapport à chez eux, mais qui sont aussi, bah, un petit peu, enfin qui me semblent pas trop, enfin de les payer à une valeur qui est correcte chez eux, quoi. Voilà, quoi. Bah, en fait, moi j'ai pris une politique très simple, c'est que c'est eux qui proposent leurs tarifs et je dis Mmh. oui ou non. Ouais, c'est ça. Voilà, en fait, parce que s'ils proposent ça, c'est que c'est leur a priori. Mais Ouais, je cherche pas à négocier c'est à la ça, baisse ouais. du Mmh. tarif. Mmh. OK, ouais. On dit, bon, bah, ok, bah, pour ce tarif-là, je peux t'envoyer du travail. Si après, s'il me dit plus cher, bah, là, je vais arrêter de t'en envoyer parce que bah, il y a ton frère qui est à 2 kilomètres de chez toi qui me propose un tarif inférieur. Donc, forcément, après, c'est la loi du marché. Tout à fait. Donc, bah, s'ils trouvent des gens pour être payés plus cher, bah, tant mieux. Il faut qu'ils
travailler avec eux. Mais Et donc là, donc sinon, tu te contactes c'est des indépendants, quoi, du coup, essentiellement. les freelance. Et alors, c'est freelance, donc tu les cherchais, et puis c'était pas pratique, quoi, grosso modo. Maintenant, parce que c'est pas pratique de communiquer. Donc, très rapidement, j'ai commencé à développer une petite interface web pour leur envoyer facilement des briefs et puis qu'ils puissent me livrer facilement leurs résultats dans un format adéquat pour Internet. Donc, du coup, très vite, on a pu gagner du temps avec ça en communication. Du coup, bah, envoyer des commandes en masse et puis eux, ils pouvaient facilement me les livrer. Et en plus, le résultat livré, je pouvais l'intégrer c'était intégré directement dans mon système. Donc, du coup, je pouvais le publier très rapidement. Et un petit peu à la fois, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à proposer une prestation du coup de plateforme de rédaction, c'est-à-dire que j'avais des clients qui me commandaient des textes, moi j'envoyais les textes au rédacteur et en fait je faisais juste le passe-plat, quoi, hein. Mm. J'avais mes commandes, je les envoyais au rédacteur, il me livrait les textes, je les livrais à mes clients. Et j'ai fait ça pendant quelques mois et ça marchait très bien. Mais bon, au bout d'un moment, en fait, j'en ai eu marre parce que je me suis dit, mais en fait, je suis intermédiaire, mais je suis juste le parasite au milieu, quoi. Parce qu'en fait, le client et le rédacteur, ils pourraient très bien communiquer directement entre eux et ça ne ferait pas de. En fait, je ne sers pas à grand-chose dans cette histoire. Mhm. Et donc, du coup, j'étais pas à l'aise avec ça parce que je me suis dit, mais attends, Madagascar et le Bénin, c'est déjà les pays les plus pauvres du monde. Si tu en es à prendre des commissions sur des rédacteurs qui sont pas riches, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Donc, Mm. comment on peut en arriver là, quoi? Mm. Donc, du coup, je me suis dit, non, ça va pas. Il faut que je m'extrais du système. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé la plateforme Bulldoze qui permettait aux rédacteurs d'avoir des clients directement, de prendre des commandes et puis de les livrer. En fait, ça reprenait mon système, directement à leurs clients. Et cette fois-ci, il n'y avait pas de commission parce que j'avais plus besoin d'intervenir pour faire le passe-plat. Et du coup, c'est comme ça que j'ai créé Bulldoze. Et ça fonctionne plutôt pas trop mal parce qu'il y a quand même pas mal de rédacteurs qui travaillent avec et puis des clients qui leur passent des commandes en direct. Moi, du coup, je ne prends pas de commission et puis je suis beaucoup plus à l'aise avec ça. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai créé Bulldoze aussi. C'est important enfin, tu fais bien de le mentionner, c'est tout à ton honneur, quoi. Là, cet outil, il est là, il sert à tout le monde, il sert à la communauté, mais toi, derrière, tu l'as mis à la disposition gratuitement de tout le monde. Donc, c'est pas si souvent que ça. Donc, moi, je te félicite pour ça. Et puis, je retrouve bien l'éthique que je vois en toi et que j'apprécie chez toi. Merci. Alors, bon, Et donc, après, du du coup, coup, alors voilà, donc là, tu te retrouves, entre guillemets, avec finalement une petite communauté de développeurs là à ta dispo, quoi, quelque part. de rédacteur. Pardon, Et excuse-moi, lapsus révélateur de rédacteur. voilà, donc un petit peu à la fois, j'ai formé mon équipe comme ça. De temps en temps, enfin, je leur fais confiance parce qu'en fait, au recrutement, je suis assez sévère, hein. S'il y a trop de fautes, si c'est pas français, en fait, je recale très vite le rédacteur. Donc, en fait, je fais des tests et puis que je paye, ça c'est important. Si vous faites des tests Ouais, avec des rédacteurs, il faut payer les tests, même si la qualité au final c'est nul. Voilà, ouais, c'est une bonne remarque quand on fait aussi. quelque chose, et recruter un rédacteur, c'est un coût. C'est le coût du test. Donc, il faut le payer Exact. pour ça. Tout à fait. Donc, je garde que les meilleurs rédacteurs et de temps en temps, quand même, je relis des textes pour voir si la qualité est toujours au rendez-vous. Bon, en général, quand les gens ils ont passé les premiers tests, parce qu'ils sont bons et puis ils vont continuer à faire de la qualité. Et je passe aussi les textes avec les duplicates pour vérifier Mhm. qu'il n'y ait pas de copier-coller. Parce que des fois, ça arrive. Il y en a qui sont un petit peu pressés, qui veulent travailler vite, ils copient-collent des textes sur d'autres sites et puis les modifient un petit peu. C'est vrai que le duplicate, il arrive à le détecter et puis du coup, ça me permet de griller le rédacteur. Tac. Donc là, aujourd'hui, au niveau donc, du coup, toi, en interne, d'un point de vue de développement, donc ton outil va te permettre de passer en automatique tous les briefs, tout ça. Et après, les rédacteurs, ils intègrent directement dans le WordPress ou tu as encore une étape intermédiaire automatisée là au milieu? Alors non, il y a encore une étape intermédiaire. En fait, il y a la problématique des images. Donc moi, Oui. je ne demande pas au rédacteur de trouver les images. C'est encore un autre processus à côté. Donc, c'est moi qui vais chercher les images sur Pixabay et sur d'autres banques de libre de droit, donc banques d'images. Et en fait, je me constitue au fil des projets une banque d'images parce qu'en fait,
Au début, par exemple, si ça avait été des sites de finance, bon, bah, j'avais commencé à chercher quelques images de finance, tout ça, mais en fait, les images, je les recycle sur plusieurs sites. Et du coup, très rapidement, bah, j'ai commencé à mettre de côté les images que je trouvais, parce que sur les banques d'images, toutes les images ne sont pas exploitables sur des sites web. Je ne sais pas, moi, par exemple, tu vas taper banque sur Pixabay, bah, peut-être que tu vas avoir une image d'une banque que tu fais détruire parce qu'il y a un créateur d'image militant qui voulait Ouais, montrer une banque en train d'exploser. Enfin, ça, ouais, évidemment, faut pas l'utiliser sur un site web, c'est pas possible. compliqué. Donc, on ne peut pas automatiser facilement la sélection des images. Et c'est pareil, après, il y aura aussi, sur les images, une fois que tu les as sélectionnées, il y a encore un travail à faire dessus parce que, par exemple, tu vas avoir des marques qui apparaissent. Alors, les marques, elles n'ont pas leur autorisation pour les afficher sur des sites web. Tu vas avoir des visages. Est-ce que dans 2 ans, la personne ne va pas se retourner contre toi en disant ah, il y a mon visage sur votre site, ça m'embête, je veux que vous le retiriez. Bon. Donc, du coup, il faut retirer toutes les marques, tous les visages. Parfois, il va y avoir des plaques d'immatriculation, des enseignes. Enfin, voilà. Il y a un énorme boulot au niveau des images. Et donc, du coup, je ne donne pas ça aux rédacteurs parce que ce n'est pas leur métier. Leur métier, c'est de rédiger des textes. Donc, pour l'instant, c'est moi qui fais encore la gestion des images. Et là, ça commence à devenir tellement important que je crois que je vais devoir commencer à sous-traiter cette partie-là aussi. Alors, au fil du temps, je commence à avoir une belle banque d'images moi-même parce que, du coup, j'ai regardé pour ton interview combien j'en avais. En fait, j'ai 9000 images qui sont classées Ouais, dans 700 catégories. ok. Alors, même moi, j'ai halluciné parce que ça me semblait énorme. Mais en fait, Ouais. voilà, au bout de 5 ans de travail, comme je vais en chercher régulièrement, Mm. et là, j'ai j'ai à disposition cette banque-là. Donc, c'est quand même, c'est pareil, c'est un énorme gain de temps parce que quand je vais me commander, par exemple, un site de finance et puis tout de suite, je vais te sortir 40 images qui sont parfaites pour des sites web, le gain de temps, il est énorme. Et ça, c'est du capital, en fait. Tu peux de l'avoir, c'est comme les rédacteurs, c'est comme les thèmes, en fait, c'est quelque chose que tu construis un petit peu à la fois. Et sur le coup, ça coûte très cher à construire parce que il faut sélectionner, il faut trier. Enfin, on revient à ce processus de recrutement un petit peu. Mm. Mais une fois que tu l'as, là, ça va vite. C'est clair. Donc la productivité, elle est aussi là. Ouais, donc là, il y a encore des axes d'amélioration, de productivité sur cette partie image. Donc, un challenge encore. Ouais. En fait, de toute façon, mon but dans la production de ces PBN, c'est devenu un jeu, un challenge en fait, pour Ça? moi. Ça peut paraître un peu bête, mais c'est d'atteindre le clic ultime. Ouais, le pouce-bouton. Ouais. Voilà. Alors, le clic ultime, c'est en fait, c'est la dernière fois que tu cliques sur la souris pour faire un processus récurrent. Donc, Mm. je sais pas moi, par exemple, tous les mois, tu vas faire ta compta et tu as un certain nombre d'actions à faire. Et ben, le clic ultime, ton objectif, ça serait de dire, bon, bah, ma compta, je clique sur un bouton et elle est faite. Elle se fait toute seule. Alors, c'est extrêmement complexe sur la comptabilité, parce que tu as beaucoup, beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu. Mais c'est aussi très complexe sur Je un crois site qu'il de y a, il y PBN. a- il y a des choses qui commencent à pas mal bouger, je crois, là-dessus, sur la compta, pour le coup. Alors, j'ai pas eu l'occasion de tester, mais je crois il y a un truc qui s'appelle Georges.tech, je crois, ou un truc comme ça. Et a priori, tous les gens qui l'ont testé avaient l'air de dire que c'était miraculeux. Alors, je sais pas ce que ça fait, mais il faudrait que je teste un jour. Ah non, mais ça ne m'étonne pas, parce qu'en plus, avec la lecture de l'image, tout ça, la comptabilité, la Ouais, saisie, ils vont commencer à pouvoir détecter tout seuls les montants, les clients, les prestataires. Enfin, voilà, ouais, il y a beaucoup de choses c'est ça. qui sont à faire. Mais bon, voilà, mon idée, c'est d'atteindre donc ce clic ultime, c'est-à-dire les gens qui passent commande et en fait, le site est prêt tout seul. Et ça serait très fort quand Ouais. même. Petite parenthèse là, sur la création de contenu, et puis directement sur la création des WordPress. Alors, de mémoire, toi, tu as dans tes options la possibilité de créer le formulaire de contact, si je me rappelle bien. Non, tu n'as Alors, pas une option? je crois que j'ai retiré parce qu'en fait, Ah il y a bon, personne qui le prenait. voilà. Alors, Donc, du coup, c'est la question que j'allais te poser. Et puis, alors, donc, est-ce que tu t'enquiquines, entre guillemets, sur tes PBN à mettre des formulaires de contact? Et puis, voilà, est-ce que toi, tu penses qu'il faut mettre des pages mentions légales, des choses comme ça là-dessus? en fait, au début, j'avais mis le formulaire de contact parce que historiquement, mes premiers clients, ils voulaient des formulaires de contact. Mais je me suis rendu compte au fil du temps qu'il n'y avait plus personne qui en voulait. En fait, mes premiers clients n'étaient pas un bon échantillon, tout simplement. Et bon, bah, au bout d'un moment, j'ai arrêté de le proposer parce qu'en fait, comme personne ne le prenait, bah, ça Hmm. brouillait le message. Donc, du coup, j'avais Ouais. des questions sur ce formulaire alors que finalement, personne ne commandait. Donc, si tu dois passer du temps à répondre à des questions
qui servent à rien, bah, finalement, ta productivité, elle C'est baisse. ça, ouais, tout à fait. Donc, finalement, j'ai retiré l'option. C'est juste ça, hein, le concept. Hein. C'est Ouais, dire, pour le coup, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, on avait échangé tous les deux là-dessus. Ton interface de saisie de commande qui semble un peu spartiate, elle est diablement efficace et elle est juste pensée à l'essentiel et on ne peut pas se tromper, on sait exactement ce qu'il faut mettre à quel endroit. Et si on se trompe, en plus, tu as fait vraiment l'effort de mettre des messages d'erreur très parlants. Et c'est là aussi ce gain de productivité. Tu n'as pas de support, pas d'aller-retour, pas de questions. voilà. Et bah, tu vois, par exemple, sur le formulaire de commande, donc j'ai quand même passé 2 mois à travailler dessus. Hein. Donc, ça n'a pas l'air comme ça quand il a l'air minimaliste, mais en fait, il y a énormément de boulot. Ouais, c'est clair. Parce que je me suis appliqué à mettre toute mon expérience de gain de productivité dans ce formulaire. C'est-à-dire que théoriquement, vous ne faites pas un clic pour rien. Vous saisissez, enfin, tout a été vraiment optimisé au maximum. Et d'ailleurs, les gens ils me le disent. Bon, mais j'ai commandé 15 sites en 2 minutes. Mmh, Comment c'est possible? mmh. Bah oui, parce qu'ils voient que sur d'autres interfaces, quand ils veulent commander juste des textes, ça leur prend déjà 3/4 d'heure. Mais oui, mais tu cliques là, tu cliques là, tu cliques là, tu cliques là, tu cliques là. Et c'est l'enfer. Les développeurs ne se rendent pas compte de ce qu'ils font subir aux internautes. Mmh. Donc, et c'est pareil, comme tu dis, là, moi, ce que je veux pas, surtout, c'est que, ah, François, je suis bloqué sur le formulaire, qu'est-ce que je dois mettre à cet endroit? Je comprends pas. Ah non, ça, c'est pas. Déjà, c'est désagréable pour le client, tu peux en perdre des Mmh. clients, ce genre de Ouais, coup. tout à fait, Ah, c'est ça marche exactement pas, ça. ça C'est m'énerve. un frein à l'achat, ouais, tout à fait. Ouais. Et bah, si je passe mon temps à répondre à des questions comme ça au téléphone ou par mail, mais je perds un temps fou. Donc du coup, quand il y a une erreur, au lieu de mettre bêtement données non valides, alors quand je vois ça, ça me gonfle, mais j'ai envie de taper le mec, quoi. Et ben je dis, bon, données non valides. Dans ce champ, il faut mettre ça, ça, parce que ça va servir à ça, et donc essayer d'améliorer ça comme ça. Et les gens, bah voilà, ils lisent, ils font, ah d'accord, bon, bah, hop, et puis ils corrigent. Mais ça, du coup, ça me fait gagner un temps fou aussi, parce qu'au niveau de la gestion des clients, bah, j'ai beaucoup moins de support en fait. Ouais, puis un petit retour d'expérience aussi pour les boulets comme moi qui, de temps en temps, oublient de faire les pointages DNS, les choses comme ça. Bah, quand on fait l'erreur, on reçoit un mail ou un message avec l'erreur qu'on a fait, un lien vers un site internet, une page de ton blog qui nous permet de savoir exactement comment on corrige le souci. Donc tout ça, c'est toutes des choses Voilà. que tu capitalises à force, quoi. Et plutôt que d'avoir à le redire 50 fois, bah, tu fais un article et comme ça, c'est bon pour tout le monde. Voilà. Les tutos, les FAQ, c'est vraiment primordial pour les gains de temps. Et aussi pour les clients, c'est pareil. C'est Parce clair. qu'il y a beaucoup de clients qui vont se retrouver devant des problèmes et qui ne vont pas oser appeler. Et ceux-là, on les perd. Parce que bah, ils ne savent pas résoudre, ils n'ont pas envie d'appeler, ils n'osent pas, donc c'est fini. Alors que quand on leur met un tuto à disposition, bah, souvent les gens, ils aiment bien se débrouiller par eux-mêmes. Ils sont contents de réussir à faire quelque chose de compliqué en suivant les tutos. C'est valorisant en plus. Et, Mm. moi, quand j'arrive à Ouais. faire tout ça, je suis là, ouais, je suis balèze. Ouais, c'est Donc, top. c'est quelque Alors, chose qui est on va revenir important. un Donc, petit peu à cette relation client juste après. Deux petites questions techniques avant de parler un petit peu de marketing et relation client, parce que je vois que la pendule avance pas mal. D'un point de vue technique, bon, WordPress, quand même, alors, c'est facile à dire puisque c'est celui qui est le plus utilisé, mais c'est quand même celui qui est le plus piraté dans le monde. Et je pense pas me lever un seul matin sans ouvrir mes WordPress où il y a 10 mises à jour à faire dessus. Enfin, j'exagère peut-être un petit peu, mais pas tant que ça. Comment ça marche, toi, les WordPress? Puis du coup, alors, peut-être qu'avant de ça, on peut aussi parler d'hébergement, peut-être le voir dans l'autre sens, parce que les PBN que je commande chez toi, je suis obligé, moi, d'avoir plein de serveurs. Comment ça marche? alors, moi, je propose en plus de la création des sites, je propose aussi de l'hébergement. Donc, Ok, mes clients, ils ont le choix. Hein. Soit ils hébergent chez moi, donc dans ce cas-là, j'offre la première année, puis après, c'est 9 € par mois, par an et par site. Ou alors, bah, ils se débrouillent, ils hébergent chez eux. Quand ils hébergent sur mes serveurs, donc j'en ai 4 et bientôt 5. Et là, j'ai 1000 IP différentes. Donc déjà, ils peuvent héberger. Avec moi, on peut héberger sur des IP différentes. C'est ça le gros avantage, en fait. Et puis des IP très différentes, pas la classe, juste le ouais, dernier bout de l'IP qui change. ouais, tout à fait. Et lorsque les sites sont hébergés sur mes serveurs, en fait, la mise à jour, elle est obligatoire et non négociable. C'est-à-dire que il faut que les WordPress ils soient à jour. Donc ça va se faire automatiquement. J'ai des scripts qui tournent régulièrement et qui mettent à jour tous les WordPress, tous les plugins et tous les thèmes.
Après, bah, du coup, je surveille quand même un petit peu parce que de toute façon, moi-même, j'ai mes sites sur les serveurs. Donc, du coup, quand je fais les mises à jour, je regarde un petit peu la tête des sites s'ils n'ont pas trop, bougé. Parce qu'en fait, il y a des thèmes qui sont plus maintenus. Et lorsqu'il y a une mise à jour du cœur de WordPress, et bah, du coup, le thème Ça casse. pète. Ouais. Et ça, c'est un truc que je vois, hélas, parce que quand je reviens sur des sites que j'ai créés il y a 2, 3 ans et qui sont hébergés par les clients eux-mêmes, et bah, souvent, les sites, ils sont pétés, quoi, parce que ils n'ont pas fait les mises à jour. Ou la mise à jour s'est fait toute seule et ils ne s'en sont pas rendus compte. Ouais, et puis ça s'ils se retrouvent pas avec des images porno ou pire sur leur site, quoi. Voilà. Parce que si tu ne fais pas la mise à jour, bah, au bout d'un moment, les failles de sécurité elles commencent à être béantes Mm. et exploitées. Donc, du coup, moi, j'ai résolu ça en automatisant, en systématisant les mises à jour. Et donc, si je vois qu'il y a des soucis sur des sites, parce que le thème est cassé ou il y a une mise à jour, d'autres mises à jour annexes à faire, et ben, comme je sais quels thèmes sont installés sur quel site, et ben, Mm. en fait, je vais aller réparer chaque site un par un pour que le thème il soit mis à jour. Alors, par exemple, là, récemment, il y a eu le thème Oblique qui est plus maintenu depuis quelques mois et qui a cassé suite à la dernière mise à jour de WordPress. Mhm. Bon, bah, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait la modification sur mes propres sites. Je suis Mhm. allé la faire directement sur mes sites de mes clients. Et là, Mhm. bah, en fait, il fallait carrément remplacer le thème. D'accord, ouais, carrément. Carrément. Là, il fallait tout refaire. Oui, donc là, Donc, après, tu as des choses que tu peux automatiser aussi pour le coup. Tu dis voilà. sur tel et tel site, je balance la même mise à jour, quoi. Tu le fais une fois sur les tiens et puis tu automatises sur les autres après. Voilà. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rédigé un article de type tuto sur lequel j'expliquais ce qui s'est passé et comment on le réparait. Je l'ai Mhm. envoyé cet article à mes clients qui m'avaient commandé des sites chez moi il y a aux années Ouais, précédentes qui utilisait pour ce qu'ils thème-là, puissent. mais qui n'était pas hébergé Voilà. chez toi. Ok, Du coup, ils m'ont remercié parce qu'ils ne savaient même pas qu'il était pété leur site. ouais, c'est clair. Et je l'ai aussi mis du coup sur mon site web pour que tous les SEO qui utilisent ce thème puissent voir qu'il y a un souci et puis faire la réparation. C'est impressionnant. Enfin, chaque fois qu'on parle tous les deux, je suis quand même impressionné parce que, certes, tu automatises tout, mais quand je vois le niveau de qualité de service qu'il y a derrière, je me demande si tu dors des fois, quoi. Mais non, mais en fait c'est un tout. Comme je passe Ouais, moins ouais. de temps à faire des clics qui servent à rien, Ah à oui, oui. répondre à des questions et tout ça, et ben, ça me laisse plus de temps pour travailler, à faire quelque chose Sur ce qui a de la vraie valeur ajoutée au final, cette Oui. relation client, etc. Eh ben, on y vient à la relation client. Parce que bah, c'est vrai que tu es, je vais pas dire un extraterrestre, je crois qu'il y a quelqu'un qui t'a surnommé comme ça il n'y a pas bien longtemps. C'était David, Oui, non? c'est David Ouais. Shelley qui dit Ouais. ça que je suis un extraterrestre. Qu'on Mais lui salue, aussi, c'est un qu'on extraterrestre, salue, qu'on alors ça salue va. au passage, une personne que j'adore aussi, David. Donc la relation client, eh ben, c'est un peu différent, je trouve, avec toi. Alors il y a tous ces petits bonus qu'on vient de voir, mais dès le départ, dès le début de la relation, ça change par rapport aux autres. C'est-à-dire que si je veux acheter des blogs des PBN à François Tréca, bah, il n'y a pas de site pour faire ça, quoi. Comment je fais? Alors non, donc non, il n'y a pas un site pbnmagique.fr ou superpbn.fr. Non. En fait, le seul moyen de commander des sites chez moi, en fait, il faut me contacter. Donc c'est au client de faire l'effort de venir vers moi pour dire François, j'ai besoin d'un PBN. Donc du coup, bon, une partie marketing derrière, hein. Je rédige des articles de blog et en bas je mets si vous voulez des articles, vous voulez des sites de PBN, contactez-moi. Ou alors je fais des interviews là, comme on va faire là. Hmm. Enfin, bref, j'essaie de faire connaître un petit peu ma prestation. Mais il n'y a pas un formulaire ou un site sur lequel ils vont pouvoir dire Après, tu vois, juste petite parenthèse malgré tout, l'interview, là, c'est du marketing, mais elle n'est pas là. Enfin, c'est pas de la promo, quoi. Je veux dire, tu as donné plein de choses, on est dans le partage, donc c'est aussi une certaine vision du marketing, quoi. oui, mais bon, ça en fait partie. Ça en fait partie, je suis d'accord, ça fait partie de la promo, mais ça reste. Pour l'instant, on n'a rien vendu, puis on n'a rien à vendre, quoi, dans le principe. Et du coup, bon, bref, les gens apprennent à me connaître par Mais ça fait différents partie du biais. taf. Bah oui. Alors, il y a aussi les réseaux sociaux. Je suis assez Ouais, actif j'essaie d'être actif sur Twitter. ouais. Mais pour
accéder à ma prestation, il va falloir qu'il m'appelle, soit qu'il me mette un message sur Skype ou par mail. Et pour moi, c'est super important ce premier contact parce que comme je vise une relation à long terme avec mes clients, eh ben, il faut absolument qu'ils ne se retrouvent pas face à un site froid, superpbn.com, avec inscrivez-vous, et puis ils donnent leur mail, et puis ils ne savent pas qui est derrière. Non, pour moi, c'est vraiment primordial que les gens ils sachent avec qui ils travaillent. Et ça, c'est ce que je te disais tout à l'heure par rapport aux plateformes de rédaction où on ne savait pas avec qui on travaille. Ça m'énerve. J'ai Mmh. besoin de savoir avec qui je travaille. On n'est pas Mmh. des numéros, on n'est pas des machines, on est des humains. Et voilà, pour travailler entre humains, on a besoin de se connaître. Et donc, du coup, souvent, ils me posent, ils vont dire, voilà, j'ai besoin de ça, et ils m'expliquent leurs besoins, ils me posent quelques questions, et du coup, je leur réponds une réponse complètement personnalisée, c'est-à-dire que ce n'est pas Mmh. une réponse automatique. Bonjour, vous êtes bien inscrit, bravo, maintenant, sur la carte bleue. Non, je leur réponds, je réponds à leurs questions, et là, en fait, ils comprennent que ils sont réellement en contact avec moi. Et ça change tout. Ça va Ouais, tout changer pour la suite. c'est clair. Parce qu'ils savent que je suis disponible, que je suis compétent, que je réponds précisément à leurs questions, et que s'il y a un problème, ils pourront venir me voir. Et on n'est plus face à une boîte, pub blanc, et puis on ne sait pas quoi faire devant, on ne sait pas à qui on s'adresse. Non, voilà, il y a une personne. Et pour moi, ça, c'est quelque chose qui est vraiment primordial. La relation client, c'est important de savoir avec qui on travaille et qu'on va pouvoir compter sur lui. Alors, en complément de cette approche, presque entre guillemets «à l'ancienne» quoi, du business, hein, en mode relationnel, du contact, tu as un argument, massue quoi, c'est le prix quoi. Donc ça, c'est un choix, c'est, enfin, comment tu as alors, ouais, ça on n'a pas forcément discuté dans le détail de ça quand on a préparé aussi, mais comment à un instant T, tu as fixé ce prix et alors on a bien discuté de l'impact que ça avait pour toi parce que c'est un positionnement, volontaire de se positionner sur ce prix-là. Mais, voilà, explique-nous un petit peu la stratégie et la vision derrière tout ça. Alors, ce Alors prix-là, je en je fait, rappelle, hein, le prix d'appel pour avoir un PBN, chez toi, 4 articles de 100 mots, si je me rappelle bien, je dis pas de sottises, c'est 9 € voilà. et ça, Alors, c'est en fait, quand même un truc de fou. Avec en plus, rien que le temps que tu nous écrives un mail, déjà, ça vaut 9 € quoi. ouais, c'est pas exagéré. Ah, Mais ça dépend du taux horaire. On voit des choses des fois. bon, pour donner une idée, mon taux horaire quand je suis en coaching, c'est 200 € de l'heure. Ouais. Donc, voilà, donc, c'est quand même assez élevé. Oui, c'est logique. C'est logique. Et en fait, j'ai été obligé de mettre très cher parce qu'il y a beaucoup de gens qui voulaient du coaching. Alors, du coup, pour trier, j'ai fait monter le prix. Tu vois, Mmh. j'ai fait exactement l'inverse. Ouais. Mais bon, c'est une autre histoire. Euh, En fait, le prix. Donc, ce qui se fait passer, en fait, c'est que ça fait longtemps que je vends cette prestation et ça va faire 2 ans et demi, je crois, que je l'ai ouvert au grand public, c'est-à-dire que j'en parle sur mon site. Et au démarrage, en fait, la prestation, c'était un blog pour 60 € et tu avais, je crois, 6 articles de 1000 mots. C'est assez, je ne me rappelle plus exactement, mais bon, il y avait la valeur. Et ça se vendait pas très bien. J'avais des clients, mais bon, 60 €, c'est pas un prix Mmh. qui est spécialement sexy. Et puis j'étais plus cher que la concurrence. Donc forcément, ça n'attirait pas grand monde. Et moi, je m'intéresse beaucoup à la productivité. Et j'ai lu l'autobiographie de Taylor. Mmh. Taylor, ça remonte, hein, c'est Ouais. 1850. Ouais. Et Taylor, forcément, c'est le champion de la productivité, hein, lui, toute catégorie. Mmh. Et donc, il explique un petit peu ses concepts, ce qu'il a mis en place. Et à un moment donné, il explique une anecdote sur les chaussures, parce qu'avant, à cette époque-là, enfin, quand il était enfant, la plupart des gens n'ont pas de chaussures, en fait. En hiver, les gens, ils ont des sabots, mais le cuir, tout ça, c'est trop cher pour être accessible à l'époque. Il n'y a que les riches qui peuvent avoir des chaussures. Mmh. Et il a connu une révolution à son époque, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a commencé à produire des chaussures en masse, et tout le monde a pu disposer de chaussures pas chères. Et alors, les cordonniers, à cette époque-là, ceux qui fabriquaient les chaussures, les artisans, ils hurlaient parce qu'ils disaient ouais, on va nous voler notre métier, on va perdre notre argent, tout ça. Et tout l'argent qu'on gagnait dans le milieu de la chaussure va disparaître parce qu'on ne gagne plus assez. Mais en fait, c'est exactement le contraire qui s'est passé.
C'est-à-dire qu'il y a eu énormément de gens qui ont acheté des chaussures parce que forcément, c'était quelque chose de nécessaire et qui ont pu l'acheter. Et du coup, au lieu d'avoir quelques milliers de dollars à l'époque dans le milieu, eh ben, c'est passé à des millions. Mmh. Quand tu as des millions de personnes qui achètent des chaussures, certes, 5 fois moins chères, et que forcément, ces clients-là, Et oui, maintenant, tu ils les ont atteins, pu bah, généraliser l'usage de la chaussure du coup et forcément, faire du volume. et, et du coup, ça fait exploser le marché de la chaussure. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, c'est exactement ça qu'il faut faire. Il faut faire un prix très bas. Et Mmh. là, j'aurai de la quantité. Et Mmh. là, je pourrais produire beaucoup. Et plus on produit, plus on peut faire baisser les coûts de production. Parce que une fois qu'on a de la commande, ça vaut le coup d'investir dans de l'automatisation, dans Mmh. du nouveau process Mmh. qui va être plus productif. Et en fait, c'est un cercle vertueux. Et en fait, c'est rigolo parce que du coup, je mets ça en place, du coup. Alors, euh, quand j'ai mis le prix, en fait, mon premier ennemi que j'ai eu à combattre, c'est l'incrédulité. En Ouais. fait, personne ne me croyait. Ouais. Personne ne croyait que c'était possible. Parce que Mmh. forcément, j'ai aussi choisi le prix parce qu'en fait, la prestation la moins chère qui était en SEO à cette époque-là, c'était Link Garden et puis un autre. Et eux, pour 10 euros, ils te proposent un article sponsorisé avec un lien dedans. Mmh. Mmh. Donc, on en était là, en fait. Et ça avait déjà fait le buzz parce que c'était pas Oui. cher. Ouais, tout à fait. C'était déjà exceptionnel à l'époque. Ouah, 10 euros, un article sponsorisé avec un lien, franchement, champion et tout. Très bien. Et moi, je me suis dit, mais il faut vraiment que j'aille au-delà. Il faut que je fasse un truc de dingue. Donc, du coup, j'ai pris ce prix-là, 10 euros. Et puis, je me suis dit, je vais me positionner en dessous. Donc, je vais mettre 9 euros pour vraiment casser le truc, quoi. Et ça a tellement bien marché qu'en fait, les gens, ils n'y ont pas cru. Ouais. Et donc, il a fallu qu'il y ait un certain nombre de personnes qui passent leur première commande et qui disent que, en effet, le site était de qualité, que ça fonctionnait, qu'il y avait des délais, et tout ça, pour que les gens, ils acceptent l'idée que c'était possible, que c'était pas une arnaque, et que, un petit peu à la fois, ça a commencé à venir. Et puis, au bout d'un moment, alors, du coup, ce que je faisais, c'est que je mettais les témoignages clients sur ma page de vente, Ouais. en disant, voilà, ça, en mettant bien leur tête, en mettant leur nom, leur boîte, pour Mmh. montrer que c'est vrai. Et ça, c'est Mmh. pareil, hein, les faux témoignages, moi, j'en peux plus, il faut arrêter Ouais, je ça. suis d'accord avec toi. Donc là, c'est des vrais témoignages clients. Et du coup, les gens, ils disent, bon, si, on ne sait pas comment il fait. Et comme tu dis tout à l'heure, c'est peut-être un magicien, peut-être. Mais en tout cas, ça a l'air de marcher. Et en effet, quand les gens ils commandent chez moi, après, ils sont Mmh. sciés, quoi. C'est Et clair. d'ailleurs, ça me pose quelques problèmes avec certains de mes confrères parce qu'en fait, ça a fait bouger trop vite l'échelle des prix. Mmh. Et du coup, les gens, maintenant, ils ne comprennent plus certains prix. Ils ne Ouais. comprennent pas pourquoi il faut payer 50 euros pour avoir un article sponsorisé. Mmh mh. Et c'est normal, parce que vraiment, ils disent, attends, pour 9 euros, j'ai un blog complet Mmh. sur lequel je vais poser mon lien. Pourquoi je vais prendre un article à 50 euros sur ton site? Et du coup, voilà, alors, il y a des petites frictions des fois à ce sujet-là, mais bon, écoute, mon gars, c'est payé Ah, cher, hein. c'est le jeu, hein, c'est la concurrence, la et puis, voilà, chacun si on a des bonnes idées, ça fait partie du business. Puis on est Voilà. tous, là pour avancer et s'améliorer, hein, quelque part. Faut toujours, hein, tu optimises la productivité au fil du temps, mais on s'auto-améliore tous au fil du temps aussi. C'est comme ça que les choses, avancent et qu'on grandit tous, hein. Si on restait tous aux offres d'il y a 10 ans et qu'on se remettait pas en cause, il se passerait pas grand-chose, hein. Et alors, c'est rigolo parce que tu vois, je te parle de Taylor, là, donc c'est lui qui m'a soufflé l'idée, finalement. Il Et est venu te après, parler un soir? je lis l'autobiographie de Ford cette fois-ci. Donc Ouais, Ford, c'est l'autre champion de la bien sûr. productivité, hein, toute Mmh. catégorie, là, il n'y a pas de Mmh. problème. Le mec, il a réussi à produire 1 million de voitures par an en seulement 10 ans. Et Mmh. quand tu vois Tesla, comme il galère pour sortir des voitures aujourd'hui, c'est incroyable. Mmh. Et lui, il dit, à un moment donné, il ne vend plus de voitures, c'est la crise de 29. Donc en fait, les gens n'ont plus de sous. Mmh. Et plus personne n'achète de voitures, les usines de voitures ferment dans tout le pays. Et lui, plutôt que de dire, oh là là, c'est triste, j'arrive plus à vendre mes voitures, comment je vais faire? Lui, il prend le truc inverse. Il dit, bah non, je baisse mes tarifs, je baisse mes tarifs, je baisse mes tarifs, et jusqu'à trouver le moment où les gens ils sont prêts à acheter. Et après, je me débrouillerai pour réussir à produire plus vite et moins cher. Et tu vois OK. la différence de vision du mec, de Mmh. dire, plutôt que de virer des gens et tout ça, je vais baisser mon prix et puis je vais me débrouiller pour que ce soit moins cher. Ouais. C'est fou. Ouais. Voilà. OK. Imagine le courage qu'il faut pour faire prendre ce genre de décision, c'est complètement dingue. Et ça marche. C'est Ouais. le plus beau, en fait. C'est qu'il y arrive à la fin.
Bon, bref. Ok. Bref, lisez les autobiographies de Taylor et Ouais, puis tu vois, bah, il y a du lourd à apprendre. voilà, ça me donne envie de les lire, tu vois. Donc, je pense que ça a l'air d'être une lecture très enrichissante. Ok. Alors, donc on a parlé un petit peu du prix. On a parlé finalement dans la relation client, ce qu'on achète, c'est aussi un partenariat avec François Tréca et que c'est ça qui nous rassure dès le départ et qui fait que aussi la relation commerciale se passe bien. Toi aussi, dans tes petites spécificités, la méthode de paiement? Alors, aujourd'hui, sur Internet, pour la plupart des prestations en ligne, le paiement, il va se faire à la commande. Donc, on passe une commande et puis sur la carte bleue ou PayPal, et puis tout de suite, on va payer ce qu'on a commandé, alors qu'on n'a encore rien. Ça, c'est pareil, c'est une façon de procéder qui ne me plaît pas du tout. Moi, dans la vie réelle, ce que j'aime bien, c'est acheter quelque chose, commander, le recevoir et payer. C'est ce qui se passe au monde réel, en fait, hein. Mmh. Tout le monde trouve ça normal. Si tu es au supermarché, que tu commençais par payer, puis après aller chercher tes courses, personne ne comprendrait. Et ben, moi, j'ai le même raisonnement avec mes prestations. C'est-à-dire que j'aime bien que les clients ils commandent et une fois qu'ils sont livrés, c'est à ce moment-là que je leur envoie la facture et qu'ils payent. Ça a plein d'inconvénients pour moi. Parce que c'est beaucoup plus facile et rassurant pour moi de me faire payer à l'avance. Mmh. Évidemment, déjà, je vais avoir une avance de trésorerie pour payer les rédacteurs. Mmh. Je suis sûr d'être payé parce que j'ai déjà l'argent. Mais j'aime pas du tout l'idée, j'aime pas du tout cette idée-là parce que c'est pas grave. Mmh. Donc, du coup, ce que je fais, c'est qu'à la première commande, par exemple, on va commander 5-6 sites, et ben, je livre les sites et après j'envoie la facture et puis c'est à ce moment-là que je vérifie que je vais être payé. Mais bon, en général, ça se passe bien parce que comme il y a eu le premier contact, soit par mail, soit par téléphone, et que les gens ils sont plus face à un mur, mais devant une personne, et ben, c'est beaucoup plus facile pour moi de réclamer mon paiement parce qu'en fait, les gens, quand c'est personnalisé, ils ne se disent pas, bah non, je vais lui voler son travail en fait. C'est-à-dire, quand tu sais avec qui tu travailles, Mmh. Mmh. bah, t'évites de le voler. Enfin, normalement, c'est comme ça que ça se passe dans 99% des cas. Je veux dire, le seul problème que je vais avoir, c'est des fois des gens qui ont du mal à faire un virement parce qu'ils sont à l'étranger, du coup, c'est Mmh. compliqué, mais bon, c'est un détail. Alors encore un Et, petit ouais, pardon, vas-y, excuse-moi. et aussi, une fois que ce premier paiement est fait, et ben, ensuite, je fais un paiement fin de mois. C'est-à-dire que les gens commandent des sites chez moi pendant tout le mois. Donc, on peut passer 3-4 commandes. Et à la fin du mois, je fais un récapitulatif et c'est à ce moment-là que j'envoie la facture. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui ne se fait pas du tout sur le web parce qu'en Ouais. fait, tout se paye à l'avance. Finalement, Donc, tu es il a obligé, à raison, chaque hein, fois que tu David, commandes, tu es un extraterrestre, il a raison, finalement, hein. je sais pas, mais moi, ça me paraît mieux, quoi. Non, c'est clair, c'est une vision du business qui est très, bah, encore une fois, qui a tout à ton honneur, et qui correspond bien à ta personne et à tes valeurs. Et alors, tu vas Heu, avoir un autre avantage, toujours en ouais, productivité. C'est-à-dire que comme je produis toutes les factures à la fin du mois et que je les envoie simultanément, bah, les actions sont regroupées. Et une fois qu'on regroupe les actions, on peut les automatiser. tout à fait. Alors Oui. que quand tu les fais une par une, un coup de ton montant, tu ne peux pas. C'est pas possible. Enfin, c'est possible, mais en fait, c'est pas très motivant. Tandis que là, de savoir que je vais balancer 30 factures, bah là, tout de suite, je me creuse la tête en me disant, waouh, 30 factures. Pas moyen d'automatiser ça Ouais. pour que ça aille un peu plus vite, là, parce que sinon, je vais péter un câble. Et oui, Et voilà. tu industrialises tous les process et donc forcément, et c'est dans ton ADN de faire ça, donc c'est logique que, tout s'imbrique quoi, au final. Un petit truc dont on a parlé aussi qui est un petit peu, à la marge de ce qu'on peut voir aussi et qui correspond bien à tout ça, c'est quand on prend un hébergement chez toi, donc tous les ans, je vais reprendre ton expression, comment tu m'as dit ça la dernière fois? «Tu viens de servir dans mon porte-monnaie», je sais plus comment tu m'as dit ça, c'est comme ça, non? Non, c'est pas comme ça? Bah, en fait, quand moi, je prends des fois, je prends des abonnements à l'année pour des outils SEO ou autre. Et puis, bah, au fil de l'année, peut-être que je ne l'utilise plus parce que j'en ai plus l'utilité ou quoi. Et puis, je l'oublie, forcément. Mais un jour, je m'en rappelle parce que tout d'un coup, on m'a pris 500 € dans mon compte en banque parce qu'il y a des virements automatiques, parce que c'est automatisé. Et en fait, pour un service dont j'ai plus besoin. Et là, j'enrage parce que je me dis, mais il m'a fait les poches, quoi, le mec. Je l'imagine là, j'ai piqué 500 balles. Et ça m'énerve. Donc, moi,
Donc moi, du coup, je ne fais pas du tout comme ça pour mes clients, parce que ce n'est pas un bon comportement à avoir avec ses clients. Ce que je fais plutôt, c'est que quand arrive le moment du renouvellement de l'engagement, par exemple, bah, j'envoie des mails à mes clients et je leur dis, bon, bah voilà, vous avez tel site, tel site, tel site chez moi. Donc ça fait déjà 1 an qu'ils sont hébergés. Est-ce que vous voulez qu'on continue ou pas? Là, ils répondent oui, non, ce qu'ils veulent. Et alors des fois, bah, ils disent non. Et puis bah, dans ce cas-là, ils sont contents parce que du coup, ils n'ont pas payé Ouais, tu pour les as pas rien, pris ils en n'ont pas eu de traître. Ouais. problème. Et moi, en même temps, si j'avais renouvelé de force et puis qu'ils n'étaient pas contents finalement, bah, du coup, j'aurais eu à gérer un client mécontent, j'aurais dû rembourser, ça m'aurait pris du temps. Enfin, et ça plaît tellement cette forme de renouvellement-là, demander l'autorisation pour renouveler, que souvent, à ce moment-là, j'ai de nouvelles commandes parce que c'est une nouvelle prise de contact. Et comme il y a un respect mutuel entre le client et le prestataire, et bah, du coup, on ça donne plus envie d'acheter que si, ah, au fait, tu me dois 30 balles. Ah, d'accord. Mm. Ouais. Donc, pour moi, ça c'est important, mais ça devrait être la base. En fait, je comprends pas que, enfin, si je comprends pourquoi, parce que ça va vite et tout, mais tu sais, au moins si les gens ils nous mettaient une case à cocher en disant, voulez-vous Mm. renouveler encore Mm. une année plus avec nous? Coche oui, Mm. valide, Ouais. voilà. Là, ça me semble être le minimum. Parce que les gens, ils savent bien quand on n'utilise pas leur outil qu'il faut arrêter l'abonnement. Bah, d'ailleurs, c'est Netflix qui ont fait ça. Ils ont dit, bon, bah, si vous n'utilisez pas Netflix pendant 11 mois, on vous coupera D'accord. l'abonnement. Ok. Moi, j'ai trouvé ça classe, parce que Ouais. c'est les seuls qui le font. Ouais. Et, euh, et tout d'un coup, tu te dis, bah oui, bah, je n'hésite pas à prendre Netflix, parce que de toute façon, si je ne l'utilise pas, bah, ça va s'arrêter tout seul. Donc, c'est rassurant. Ok. Bon, écoute, je crois qu'on a fait le tour de notre petit de ce dont on voulait parler au moins ce matin. On a préparé, on s'est dit qu'on pourrait parler pendant des semaines de tous ces sujets-là. On a fait un petit zoom là-dessus. Moi, très rapidement, on avait dit qu'on pouvait faire une conclusion sur, bah, ok, c'est super, je t'achète des PBN, est-ce que ça marche? On va la voir après, mais en fait, moi, je me rends compte que cet échange-là, et je pense que ça peut être le cas aussi pour les gens qui nous écoutent, je pense qu'il peut ouvrir plein de portes dans la tête des gens. Alors moi, depuis qu'on parle ensemble, tu vois, j'ai des choses qui me trottent dans ma tête. C'est rigolo, sur l'automatisation, etc. En plus, alors moi, je suis plus dans le e-commerce. Mais bah, je vois qu'en ce moment, les petits commerçants, ils ont besoin de faire des e-commerce, ils n'ont pas d'argent. Et je pense en effet qu'il y a moyen, en automatisant, de leur proposer des choses simples, efficaces et pas chères. Et ça trotte un petit peu dans ma tête. Et tous ces échanges qu'on a là, ça me fait réfléchir à tout ça. Donc je pense que tous, on peut avoir des choses là-dessus. On a parlé aussi un peu ensemble de pack entrepreneur, pack création, des choses comme ça. Je pense il y a certaines typologies de clients qui ne sont pas du tout adressées parce qu'on va tout de suite les voir avec des budgets à 4 ou 5 000 euros et c'est pas possible Mm. forcément pour eux. Et pourtant, on peut leur proposer des choses pas forcément low cost, mais qui peuvent leur permettre de faire un premier pas et pas forcément à des prix très chers. Et en effet, dans ta logique d'automatiser, faire du volume, etc. Donc, il y a plein de choses qui trottent dans ma tête là-dessus et je pense que les gens qui nous auront écoutés, ça va aussi leur ouvrir des portes. Alors oui, après, il faut avoir les compétences d'automatiser ou voilà, même ne serait-ce que sous-traiter à un développeur le temps de le faire, mais je pense qu'il y a plein de portes que ça peut ouvrir et je pense qu'on va avoir chez Amazon ou non, chez De Citre ou chez Joseph, on va pas dire Amazon en ce moment, c'est un peu compliqué. Il va y avoir un regain de vente sur les biographies de Taylor et Ford parce qu'on va t'auras donné envie à plein de gens de les lire. Donc voilà, pour revenir à la première conclusion, parce qu'on peut se dire, bah ouais, mais un blog à 9 euros, ça sert à quoi? Alors moi, j'ai pris le temps, c'est un peu cette nuit, de regarder les commandes que je t'ai passées. Alors, nous, ça fait, pas très longtemps qu'on bosse ensemble. J'ai mis très longtemps à savoir que ton offre existait. Moi, tu vois, j'ai pas assez vu tes promotions. Tes promos, pas tes promotions. Et j'ai regardé un petit peu, bah, j'ai vu que tous les PBN que tu as créés pour moi, bah, ils se sont tous indexés. Il y en a pas qui sont passés à travers. Alors, Dieu sait pourtant que j'ai des expirés qui sont pourris. Je mets pas d'argent dedans, donc c'est vraiment de l'expiré de gros naze. Ils ont 5 IP, 5 referring IP. Enfin voilà,
pourtant, j'ai fait une belle vidéo avec les deux David pour parler de ça. Ils m'ont tout bien expliqué comment snapper les noms de domaines. Voilà, si vous voulez regarder la vidéo, vous la retrouvez dans la chaîne. Mais moi, je prends que des domaines dont personne n'a voulu. Et écoute, ils se positionnent, ils font des top 20, des top 30, des top 50. C'est pas l'objectif, mais au moins, ça veut dire que Google les a indexés. Donc, ils vont apporter du jus. Ils sont positionnés sur des mots-clés qui correspondent à mes thématiques. Donc, ça fonctionne. Voilà. Moi, c'est mon petit retour d'expérience. Je sais pas si toi, tu as quelque chose à dire par rapport à ça, parce que toi, tu en fais aussi plein pour toi, donc tu as peut-être des choses plus pertinentes que moi à dire là-dessus. Mais moi, je trouve que le rapport qualité-prix, ces blogs que tu me fais à 9 euros, ils valent aussi bien que ceux que j'ai fait moi-même et que j'ai payé plus cher parce que je suis pas automatisé, que je perds du temps à chercher mes rédacteurs, que j'ai des rédacteurs pourris, etc., etc. C'est dur. Non, alors j'en ai des bons, hein, mais bon, j'en ai pas mal j'en ai testé des pas bons. Bah, en fait, comment dire? En fait, je suis moi-même un de mes premiers clients. Donc, la plupart des. Moi, j'ai 700 blogs de PBN. Donc, c'est surtout sur moi déjà que je me suis fait la main. Et bah, si j'ai continué, c'est que c'était utile. Et moi, Et pour toi, les 700 PBN, tu les monétises pour faire du lien, pour faire de l'affiliation, ils te servent à quoi? C'est pour faire du lien essentiellement, du coup? alors, il y a deux choses. Déjà, bah, je m'en sers pour linker mes propres monésites. Ouais, Donc, ça amène du jus. bien sûr. Et je vends. Alors, à un moment donné, je vendais pas mal d'articles sponsorisés dessus, mais j'ai arrêté parce que c'était compliqué à rentabiliser, je trouvais. Ok, Et, et surtout, bah, je rentabilise beaucoup mieux en vendant de la location de liens en page d'accueil. d'accord, ok. Et ça marche très très bien. Donc là aussi, il n'y a pas de formulaire, il faut te contacter, j'imagine. Alors, si j'ai... Ah! Alors, il faut me contacter. Il faut contacter pour que tu aies accès au formulaire. Ok, ouais, comme d'hab, ouais, ouais, ça marche. On passe par moi. Donc voilà, bon, moi comme je dis habituellement, voilà, vous attendez pas un code promo ou quoi que ce soit, c'est pas l'objectif. Moi je pense que ce qu'on a vu aujourd'hui, ça va vous ouvrir plein de portes. Malgré tout, franchement, et même si c'est pas le but, moi je vous invite à aller ne serait-ce que tester ce que fait François. Vous allez être bien bluffé si vous l'avez pas déjà utilisé. C'est efficace, rapide et ça fonctionne très très bien. Et c'est vrai que moi aujourd'hui, je vois pas forcément l'intérêt pour moi d'aller continuer à créer mes propres PBN, mes propres blogs. Tu fais ça très bien et puis pour le coup, ça m'enlève aussi une épine du pied parce que moi souvent j'étais du genre: «Ah tiens, je vois un joli nom, il me plaît, je l'achète» et puis il reste, dans mon registraire pendant 6 mois, 1 an et puis j'en fais rien. Bah, là, au moins, si j'en vois un qui passe, je sais juste que j'ai le formulaire à remplir en 30 secondes de chez François et 2 semaines après, 1 semaine après, j'ai un site qui est monté dessus et qui va commencer à faire son taf. Donc voilà, je trouve que c'est un confort, impressionnant. Merci. Écoute, je sais pas si tu veux faire un petit mot de la fin, sinon, je pense qu'on a dû déborder un petit peu sur le timing, pas tant que ça, je me rends pas bien Non, compte non. depuis qu'on a démarré donc voilà, écoute, un petit mot de la fin, peut-être? Bah, écoute, moi, je dirais que, en fait, ce qui compte pour moi, c'est ce que j'aimerais bien, c'est que les gens ils prennent plus conscience de l'importance de l'augmentation de la productivité, mais Mmh, c'est ça. dans leur vie de tous les, pas seulement au boulot, dans leur vie de tous les jours aussi. Ouais. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on arrive à augmenter la productivité, ben, on a la même vie, mais avec moins de ressources, moins d'énergie, moins de travail. Ouais, et puis on n'a Et en pas fait, on est mieux. on n'a pas énormément parlé, mais voilà, de la nécessité aussi de savoir déléguer et cetera, de s'appuyer sur les gens qui savent faire. Voilà, tout ce qui est, moi j'arrive petit à petit, j'ai mis très, très longtemps à le comprendre. Voilà, tout ce qui a pas de valeur ajoutée, pour ma société d'un point de vue stratégique, dans le principe, il faudrait pas que je le fasse. Il faudrait que j'arrive à le déléguer, à l'automatiser et cetera. Et je pense que c'est vraiment le message, je pense qu'il faut retenir de ce qu'on s'est dit ce matin. Voilà, en automatisant et en déléguant, on peut se focaliser sur ce qui a vraiment de la valeur. Voilà. Et puis, non, mais même c'est important, je trouve, t'imagines si chacun arrivait à multiplier par deux sa productivité personnelle, mais au travail et dans sa vie de tous les jours. Et t'imagines comment, de façon Ouais, générale, l'humanité elle s'en tire mieux. Quoi. c'est Ce serait clair. énorme. Tout le Ouais. monde pouvait faire 2 fois plus de choses avec le même travail et les mêmes ressources. Ouais. Donc ça, c'est un travail que tout le monde doit faire en fait. C'est pas seulement quelques extraterrestres et quelques entrepreneurs qui sont un peu illuminés, qui doivent penser à leur productivité. Il faudrait que tout le monde le fasse tout le temps, en fait. On devrait apprendre la productivité à l'école, quoi. Comment faire plus vite ton boulot. Comment pas faire tes devoirs, tu vois, appuyer sur un bouton, tes devoirs ils sont faits, t'as compris. Ouais.
Ouais, Ça serait. amélioration continue des processus, productivité, ouais, tout à fait. Donc, C'est pas du tout, c'est pas assez dans les logiques de tout le monde, ouais, je suis d'accord. et au-delà de créer des sites de PBN, Mmh. bon, c'est sympa, mais ça n'a pas beaucoup de sens. Mais si je pouvais transmettre ça, que les gens, vous devez augmenter votre productivité, mais pas seulement pour gagner plus d'argent, mais aussi pour les gens en général, pour tout le monde, mais ça serait formidable, quoi. Donc, Moi, je suis persuadé augmenter votre je productivité. suis persuadé que cette vidéo peut avoir des impacts là-dessus parce que moi, je te dis depuis une semaine qu'on travaille sur le sujet tous les deux, ça fuse dans ma tête. Les nuits, je dors pas très bien et ça fuse. Même j'en rêve la nuit, c'est pour te dire. Donc, Ah, c'est bien. Et ouais. tu sais que Ford, il disait, son travail, il faut le faire le jour et y penser la nuit. Eh ben, écoute, je pense que ça va être une super conclusion. Voilà, travailler le jour, faire son travail le jour, y penser la nuit. Merci énormément, François. J'ai passé un très très bon moment avec toi et voilà, à refaire si un jour tu veux parler de points un peu plus précis. Et voilà, grand merci, c'était très 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 sympa. Voilà, merci à toi. Eh ben, merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Plein de choses à entendre, tant d'un point de vue purement technique, voilà, comment on automatise, mais voilà, pensez-y tous les jours, améliorez vos processus en continu, améliorez votre productivité. Voilà, François l'a dit, si on arrive à tous doubler notre productivité, bah, le monde va changer. Allez, ciao, ciao. Merci encore François. À très vite. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Salut, Chris.